Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Décembre 1943, Leningrad est assiégé par les Allemands. Ça fait des mois, bien entendu. Il y a partout de la neige. Les opérations militaires s'enlisent, la famine, le typhus décime la population. Et voilà un garçon de 12 ans qui se faufile dans les rues sombres, glacées. Il vient de trouver un petit peu de ravitaillement. Il a dû pour ça utiliser les tickets de rationnement de ceux qui sont déjà morts. Son père, sa grand-mère, son oncle, son grand-oncle. Vous imaginez le désastre pour ces familles soviétiques. C'est un garçon combatif, le petit Victor. Après la guerre, sa belle-mère le pousse à retourner à l'école et il s'inscrit au club d'échecs du Palais des Pionniers. Et tout de suite, on le repère. Vous savez comment c'est dans ce système soviétique où on repère ceux qui sont plus doués que d'autres. On le pousse pour bien jouer, il faut être fort. Mange de la bouillie d'avoine tous les matins, lui dit-on. Et voilà, en 1947, le jeune Viktor Korchnoi, champion junior du RSS. Pourtant, déjà, il se sent un peu en difficulté, en désaccord avec la Fédération soviétique des échecs. Il constate que cette fédération n'hésite pas à exercer du chantage sur un certain nombre de joueurs pour les écarter, pour essayer d'en favoriser d'autres. On peut dire qu'il y a une espèce, il y a beaucoup de partialité dans le travail de cette fédération. Il découvre aussi que certaines parties sont arrangées, que les joueurs, en tout cas certains joueurs, s'entendent pour conserver leur rang. En 1954, on est arrivé sous Khrouchtchev. Victor, c'est l'année précédente que Staline est mort, bien sûr. Victor va franchir la frontière soviétique pour son premier tournoi international. Ça a lieu à Bucarest. On est quand même toujours du bon côté, si je puis dire, du rideau de fer, sauf que le voilà bientôt en Angleterre, à Hastings. Il remporte tous ces tournois haut la main avec cette espèce de jeu offensif qui va bientôt le faire connaître et l'imposer comme, je cite, le grand maître des échecs. C'est comme ça que parle la presse internationale. Et il aura très vite un grand rival, Tigran Petrosian, qui est un survivant de la guerre comme lui et qui est passé maître en manœuvre d'appareil. Voilà ce que dans sa propre biographie, dans son autobiographie, Korchnoi écrira. Elle est parue en 1978, cette autobiographie, et ça s'appelle « Les échecs, c'est ma vie ». Dans le monde des échecs professionnels en Union soviétique, les premières places étaient synonymes de formidables privilèges et la lutte pour ces places ne peut qu'impliquer des moyens qui n'ont pas toujours à voir avec les échecs. Petrosian l'a peut-être compris avant tout le monde. Ces privilèges, ce sont d'abord un salaire confortable, bien entendu. Enfin, quand je dis confortable, c'est seulement le double de celui d'un ouvrier. C'est le droit de voyager avec beaucoup de bagages. Surtout, c'est la possibilité de toucher des récompenses en devises. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans les années 60, maintenant on est sous Brejnev, Viktor Korchnoi devient un brillant chasseur de tournois, comme on dit. Il n'en reste pas moins ulcéré par les arrangements entre joueurs, par les pressions de la fameuse fédération russe. Le champion américain Bobby Fischer lui reconnaît d'ailleurs une grande intégrité, contrairement à ce que l'on peut dire d'un certain nombre d'autres joueurs soviétiques qui, selon l'américain, tuent les échecs. Korchnoi est certes d'une grande intégrité, mais il est surtout un peu trop remuant aux yeux du KGB qui surveille les joueurs soviétiques, évidemment, qui note sa fréquentation des casinos occidentaux, les contacts qu'il a pu nouer dans certains bars, contacts non autorisés, ce que j'ai besoin de le dire. En 65, Victor refuse de se rendre à Budapest à l'invitation du dirigeant János Kadar, vous savez, pro-soviétique bien entendu, et le fait qu'il refuse, c'est remarqué, et ça n'est pas remarqué en bien, évidemment. À 40 ans, Korchnoi voit apparaître un certain nombre de concurrents déjà plus jeunes que la fédération a tendance à apprécier beaucoup plus que lui. Et parmi eux, évidemment, il fallait y venir, le jeune Anatoly Karpov.
Aux éditions Héloïse d'Ormesson, Daniel Johnson vient de faire paraître un ouvrage qui s'intitule « Le roi, la reine et les empires, la guerre froide à travers les championnats du monde d'échecs ». C'est passionnant comme angle pour analyser la guerre froide. Et Daniel Johnson raconte l'affrontement entre Korchnoi et Karpov à Hastings, justement, en 1971. Ce premier choc Korchnoi-Karpov impressionna les spectateurs britanniques, écrit-il. Le vétéran, trapu et dégarni, était face à un jeune homme mince et falot. Une mèche de cheveux gras retombait sur le visage de Karpov, pâle et sans expression. Karpov était déjà un calculateur humain, doué d'un tempérament de glace et d'un instinct stratégique infaillible. Ce Karpov, d'ailleurs, on peut dire qu'il est maintenant, et très vite, il s'impose comme la nouvelle étoile montante de la Fédération soviétique. 1972, championnat du monde à Reykjavik, et là, cataclysme, le champion en titre, le soviétique Boris Spassky, s'incline face à l'américain Bobby Fischer, ce qui veut dire que l'URSS perd un titre qu'elle paraissait ne jamais devoir perdre et qu'elle détenait depuis 25 ans. Il est très urgent, pense-t-on à Moscou, de remplacer Spassky. Viktor Korchnoi se dit à ce moment-là que son heure est venue. En attendant, la fédération, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Et pour reconquérir le titre perdu au profit des États-Unis, ce n'est pas Korchnoi qu'elle choisit, non. C'est Anatoly Karpov. Eh oui, il est plus fiable, Karpov, il est plus docile, c'est le parfait homo soviéticus. Et pour faire place nette à Karpov, eh bien, il faut écarter ceux qui en Russie pourraient lui faire concurrence. Vous me voyez venir. Le vice-président de la Fédération soviétique des échecs, le tout-puissant colonel Baturinsky, qui est un ancien procureur militaire, va lancer une véritable campagne de presse contre Korchnoi, auquel on reproche d'avoir critiqué Karpov, d'avoir défendu l'américain Fischer. Le journal Sovietski Sport publie des lettres de travailleurs qui réclament que Korchnoi soit puni pour son absence de sportivité. On l'accuse de tous les maux, même de vouloir émigrer en Israël. Il reçoit des volées de lettres antisémites. On le bannit de la télévision. On ne veut plus voir son nom dans les journaux. On lui interdit de voyager pendant 1 an. On va même jusqu'à réduire son salaire. On met son appartement sur écoute. On soumet son fils Igor au brimade de ses professeurs. Enfin, vous voyez tout ce que le régime soviétique peut faire lorsqu'il vous a dans son collimateur. Et Korchnoi se trouve bien sûr entravé maintenant. Et pendant ce temps-là, eh bien, Karpov progresse, et il reconquiert le titre de champion du monde. Non pas au cours d'un championnat, mais par forfait de Fischer qui refuse de concourir. L'Union soviétique, finalement, a obtenu ce qu'elle voulait, retrouver son titre. Et c'est vrai que Karpov est champion du monde. Quant au pauvre Victor, il n'a plus beaucoup d'espoir. On peut même dire maintenant qu'il n'en a plus aucun. Et il est en train, dit-on, de nourrir un projet qui l'obsède de plus en plus. Korchnoi a bien l'intention de passer à l'ouest. Vous écoutez Radio Classique. C'est Anatoly Karpov, nous dit Pierre Anquetin qui a préparé toute cette émission. Karpov lui-même qui demande à la Fédération soviétique d'échecs de desserrer un peu l'étau autour de son concurrent Viktor Korchnoi, qui va être du coup autorisé à participer au tournoi d'IBM à Amsterdam. On est là en juillet 1976. La presse internationale se fait l'écho de tout ça. Et pendant le tournoi, nouveau faux pas, il se trouve que Korchnoi donne une interview à l'AFP, qu'il critique la position de l'URSS sur Israël, qu'il critique le refus du Kremlin de laisser Spassky épouser une Française. Avec cette interview, dira Victor, j'avais tiré un trait sur ma liberté. Dès lors, même si finalement je ne m'étais jamais vraiment intéressé à la politique, je devenais ouvertement un dissident. Et le soir même, il y a un officiel russe qui surgit littéralement dans la chambre d'hôtel de Viktor Korchnoi. « Quelle mouche vous a piqué ?» lui dit-il. « N'avez-vous pas subi assez d'ennuis comme ça ? Pensez-vous vraiment qu'une telle provocation pouvait être ignorée ?» On peut imaginer que ça va donner naissance à pas mal d'autres mesures de rétorsion. Le 28 juillet 1976, dernier jour du tournoi d'Amsterdam, Victor gagne la dernière manche contre l'anglais Tony Miles et lui demande « Dis-moi, comment on dit asile politique en anglais ?»
Il lui serre la main, se lève, salue le public, discute avec sa délégation, puis quitte le bâtiment. Il s'apprête à rejoindre l'ambassade soviétique. Seulement, alors qu'il passe devant un commissariat, brusquement, il change de direction et se précipite dans le commissariat. « Je suis Viktor Korchnoï, citoyen soviétique, je demande l'asile politique. » À ce moment-là, il a 45 ans. Vous imaginez le scandale en URSS, où Korchnoï est très célèbre, trop célèbre pour qu'on passe sous silence. Cette fuite médiatisée, l'agence de presse, la fameuse agence TASS, annonce la nouvelle après plusieurs semaines. Le joueur est qualifié de traître, il est déchu de sa nationalité soviétique, effacé de toutes les annales des échecs russes. Une trentaine de grands maîtres signent une lettre dénonçant sa vanité malsaine, sa malhonnêteté déshonorante. Des sanctions immédiatement sont imposées à sa femme et à son fils, parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux-là, eux, sont restés en Russie. Bien sûr qu'on leur refuse toute possibilité d'émigrer. Victor va se réfugier en Suisse, seulement il a bien l'intention de continuer à compter parmi les maîtres des échecs et il veut combattre sur l'échiquier maintenant l'URSS elle-même. Il va concourir pour le titre de champion du monde avec une volonté redoublée évidemment. Au cours du championnat, il bat le fameux Petrosyan, puis l'ex-champion Spassky, et maintenant c'est la confrontation en finale. Et contre qui bien sûr ? Et contre Karpov. On parle que de ça dans la presse de l'époque, cette espèce de duel extraordinaire entre Korchnoï et Karpov. On est en juillet 1978 aux Philippines. La petite station balnéaire de Baguio dans les montagnes va recevoir Karpov, le champion du monde, et Korchnoï qui devient donc son challenger. Et pour Moscou, vous imaginez l'enjeu. Le transfuge en aucun cas ne doit battre le champion soviétique. Et on peut dire que pour Victor aussi, c'est un enjeu colossal. C'est l'heure de sa revanche qui a sonné. Je cite de nouveau Daniel Johnson. « Ce fut sans doute le match d'échecs le plus symbolique sur le plan idéologique et certainement le plus féroce de toute la guerre froide. » Anatoly Karpov est escorté d'une équipe de 14 membres, dont plusieurs grands maîtres pour le conseiller, comme Tal, qui a été champion du monde, à la tête de la délégation, l'inévitable colonel Baturinsky, bien entendu. « Le match n'est pas un terrain d'entraînement pour la guerre froide, dit-il. » Oui, sauf que le monde entier a les yeux tournés sur les Philippines, regarde Korchnoï comme le Solzhenitsyn des échecs, et l'URSS d'ailleurs a exigé qu'il ne joue pas sous la bannière suisse, son pays d'adoption, mais bel et bien comme apatride, ce qui en langage soviétique veut dire comme traître. Derrière Viktor Korchnoï, il y a une équipe qui est un peu étrange, qui est farouchement anti-soviétique, ai-je besoin de vous le dire. Il y a la nouvelle compagne et secrétaire de Korchnoï, l'Autrichienne Petra Leverik, qui a connu 9 ans de goulag tout de même. Il y a aussi 2 maîtres de yoga, un homme et une femme qu'on appelle Didi et Dada, qui sont diplômés de Harvard et membres de la secte indienne Marga. Ils sont là pour aider Victor à méditer, à se préparer psychologiquement, psychosomatiquement, si le terme existe. Il va avoir besoin de tout ça, puisque le vainqueur sera le premier à remporter 6 parties, avec une durée de match illimitée. Et ça dure 3 mois. Le match le plus baroque, le match le plus théâtral de tous les temps, avec des rebondissements que les spécialistes d'échecs savourent encore tant d'années plus tard. Le marathon commence. On est dans une salle flambant neuve, en forme de pyramide, face à face donc Korchnoï, qui a 48 ans, avec son crâne dégarni et ses larges lunettes. Le jeu de Korchnoï est totalement imprévisible, il est constamment risqué, il est flamboyant. Et en face, visage carré, cheveux mi-longs, prudent, méthodique, un peu ennuyeux, il faut bien le dire, Karpov, qui lui n'a que 28 ans. Le véritable match se joue ailleurs. À la deuxième partie, les assistants de Karpov lui font passer un yogourt et Petra, la compagne de Korchnoï, proteste. Les contacts pendant le jeu sont formellement interdits. Un yogourt après le 20e coup pourrait vouloir dire « Nous vous ordonnons de proposer une égalité ». Une tranche de mangue pourrait signifier « Nous vous ordonnons de refuser l'égalité » et ainsi de suite. L'arbitre doit réglementer les yogourts. Et le match, l'interminable match marathon reprend donc à la 4e partie. Nouvelle esclandre.
Un personnage étrange s'installe au premier rang du public et observe Korchnoi. Il me fixait durement, racontera Korchnoi. Il cherchait à attirer mon attention. Il est resté ainsi sans bouger pendant 5 heures. Même un robot n'a pas sa capacité de concentration. Son cerveau produisait un effort colossal. Cet homme, c'est le professeur Zucar, qui est psychologue militaire, spécialiste de l'hypnose, qui a été recruté par le colonel Baturinsky, bien entendu, pour essayer de déstabiliser Korchnoi, qui a bien compris que cet homme-là cherchait à l'hypnotiser et qui proteste. Le jury déboute Korchnoi. Zucar peut rester dans la salle. Après tout, il n'y a pas de critères particuliers pour assister à un match d'échecs. Alors, Korchnoi va mettre des lunettes noires réfléchissantes pour faire écran à l'hypnotiseur et les supporters de Victor s'installent tout autour du psychologue pour essayer de le neutraliser. Petra va offrir l'archipel du goulag à Korchnoi. Le livre est interdit en URSS, bien sûr, il s'agit de le mettre en difficulté. Et sur l'échiquier, Korchnoi, le renégat, n'en prend pas moins l'avantage. L'avantage sur Karpov, le soldat. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour remporter ce tournoi tellement décisif, il faut donc 6 parties gagnantes. À la 5e, Korchnoi est sur le point de mettre le champion du monde, Anatoly Karpov, échec et mat. Il joue de justesse, il n'arrive qu'à le mettre patte. C'est-à-dire que, si vous voulez, toutes les pièces de Karpov sont immobilisées. 8e partie, Karpov reprend l'offensive psychologique, il refuse de serrer la main de son adversaire, il est de plus en plus agressif et de son côté, Korchnoi fait entrer discrètement son propre parapsychologue dans le public, le docteur Berginer, sauf qu'il a été repéré par les soviétiques qui vont l'entourer, tandis que leur propre hypnotiseur, Zucar, est toujours là dans le public. Karpov remporte la 17e partie, je lui ai infligé un mat magnifique à l'aide de mes 2 cavaliers. Tant de joueurs rêvent d'accomplir une telle chose une fois dans leur vie. Mais le faire dans un match de championnat du monde, et c'est vrai que c'est extraordinaire pour Karpov. Alors bien sûr, Korchnoi répond par de nouvelles manœuvres. Il fait venir dans le public les yogis, là, Didi et Dada, habillés en aube avec des turbans couleur safran. Ils vont prendre la position du lotus. Petra invite de jeunes étudiantes en parapsychologie qui envahissent littéralement le public. À ce moment-là, un prêtre jésuite de Manille, le père Jaime Boulatao, bref, aucun de ces gens ne sait jouer aux échecs, je précise. Le colonel Baturinsky qualifie les yogis de terroristes criminels et il obtient cette fois leur expulsion de la salle. 21e partie, les 2 compétiteurs sont littéralement épuisés. Ils vont faire une pause d'1 semaine. Korchnoi remporte la 31e partie avec panache et remonte au score qui est maintenant à égalité. 5 parties gagnées contre 5. Celui qui atteint 6 victoires aura donc gagné. Le transfuge Korchnoi est en passe de l'emporter. Les soviétiques sont prêts à interrompre la compétition. Ils vont lancer la guerre psychologique. On fait encore carrément expulser les yogis du pays. Victor Korchnoi perd un peu ses moyens du coup. Et au 27e coup de la 32e partie, il va commettre une erreur. Au lieu d'attaquer, lui qui d'habitude attaque toujours, va jouer la sécurité. Le soir, sa position est désespérée. Le lendemain, il jette l'éponge. Je ne reprendrai pas la 32e partie, dit-il. C'est fini. Il a perdu, il s'est battu comme un lion, reconnaîtra Karpov en personne. Mais en attendant, Karpov reste champion du monde. Franck Ferrand sur Radio Classique. Des années plus tard, un des membres de l'équipe soviétique, l'ex-champion du monde Tal, confiera à Korchnoi « Là-bas, à Baguio, nous avons tous peur de vous. Si vous aviez gagné le match, vous auriez pu être éliminé physiquement. Tout avait été préparé pour cela. » Est-ce que c'est vrai? On ne le saura pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce match aura été le plus important, le plus célèbre de toute l'histoire des échecs. Karpov et Korchnoi se retrouveront encore à l'automne 81 en Italie. Les soviétiques, à ce moment-là, jetteront le fils de Korchnoi en prison pour l'impressionner, bien sûr, et le transfuge, de nouveau, perdra. Et quelques mois plus tard, son fils et son épouse seront enfin autorisés à quitter l'URSS. C'est Daniel Johnson qui naturellement va conclure. Korchnoi, un des plus beaux produits de la machine des échecs soviétiques, ne put réaliser pleinement son potentiel que quand il eut totalement rejeté le système, dit-il. S'il finit par mettre un genou à terre face à Karpov, sa vie n'en résume pas moins l'histoire des échecs et de la guerre froide. Car en défiant la mécanique soviétique et en l'obligeant à tout entreprendre pour préserver son hégémonie sur l'échiquier,
Korchnoi avait en fait dévoilé des faiblesses jusqu'alors insoupçonnées. Viktor Korchnoi continuera de jouer contre un certain nombre de très grands artistes des échecs. Il ne s'éteindra qu'en 2016, à l'âge de 85 ans, après plus de 5000 parties jouées en compétition. C'est un record inégalé. Vous écoutez Radio Classique.